Donc, en attendant que ça arrive, je vais juste peut-être conclure sur certains points. Donc, tout d'abord, je vous félicite, c'est vraiment intéressant. J'ai noté beaucoup de choses, beaucoup de notions et beaucoup de questions aussi. Il y a des choses que je voulais juste peut-être mettre en valeur, certains éléments. Je pense que c'est très bien parce qu'on a arrivé à partager beaucoup de choses partagées, des notions, des définitions, échanges. Je pense que dans tous ces échanges, il y a une chose qui était répétée plusieurs fois, mais peut-être n'est pas autant mis encore explicitement en valeur. Vous avez tous parlé de ça, mais il prononçait beaucoup, mais il n'est pas tellement accentué sur ça, parce qu'en fait, il y a un élément qui est revenu dans le discours, c'est beaucoup de questions de... il n'y a pas que le logement, parce qu'effectivement, le logement, on a parlé sur toutes les sortes, mais chacun parlait aussi de tous les services urbains, de l'équipement urbain. Et je pense que la densité aujourd'hui, elle n'est pas pensable sans penser à l'équipement à l'urbain. Et en France, par exemple, vous avez la tradition magnifique, et vous êtes historiquement et aujourd'hui, vous êtes vraiment en avant pour tout ce qui est les espaces publics. Et donc, c'est que je pense que chacun a parlé de ça, mais à la façon un peu déguisée. Et c'est juste ça que j'ai envie de mettre en valeur pour conclure qu'effectivement, densité, ce n'est pas que le logement, ce n'est pas que les espaces où on habite. On a aussi tous ces espaces qu'on partage. Il n'y a pas que à l'intérieur du bâtiment. On partage les espaces à l'extérieur et c'est un indicateur qui est aussi très important. Et pour ces espaces, ce que je peux juste suggérer quelque chose, il est très important de voir leurs accessibilités. Parce que quand on parle, par exemple, des espaces verts ou ouverts, qui étaient aussi répétés plusieurs fois, et c'est aussi, en quelque sorte, l'équipement urbain aujourd'hui, parce que c'est devenu impensable à vivre sans. Les questions d'accessibilité qui ressortent parce qu'il n'est pas assez d'avoir ces espaces dans certains types de formes urbaines comme un peu périphériques, périurbains. Il est aussi important d'avoir l'accès à ça. Donc je pense que c'est l'indicateur que je peux suggérer à mettre parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est aussi pour l'humain et n'est pas que pour la nature, mais perméabilité. Par la suite, je vais déjà passer très rapidement parce qu'on déborde un peu. Donc, je ne vais pas trop m'arrêter sur notre structure. Donc, comme on a dit, comme l'Agence d'urbanisme en France, on est plus ou moins 150. On regroupe différents services et on produit beaucoup de documents qui sont aussi tous participent à la planification, mais de nature différente. On a autant de rapports statistiques, on a aussi des visions, on a différents documents qui sont un peu plus, comme par exemple, nous, on est chargé pour le plan, comme PLU, le plan d'affectation du sol, donc ce sont plus juridiques comme ça. Mais un document qui est principal pour nous et qui est la pièce maîtresse et fondatrice, pour nous, c'est le PRDD, donc le plan régional de développement durable, qui a été approuvé en 2018. Et on n'a rien qui est rapide, il était 10 ans en élaboration. Hein. Et donc, en fait, ça tourne, se décline sur 4 axes. Et donc, en fait, on a pensé aussi, ce qui rejoint très fort votre discours, on a pensé de nouveaux quartiers. Et vous voyez très bien dans la première ligne, c'est le mot logement. On a pensé aussi à la qualité de vie, parce que la ville doit être attractive, l'économie urbaine et mobilité, parce que bon, la qualité de vie sans mobilité et la densité sans mobilité, le logement sans mobilité, c'est aussi, il faut avoir les discours cohérents. Hein. Et c'est que ce document-là, il est aussi, doit être monitoré et doit peut-être évoluer dans le temps. C'est pour ça qu'on a créé une mission qui s'appelle Projecting Brussels, donc je suis chargée de cette mission-là, qui permet à évoluer ce plan-là. Comme je dis, c'est un long chantier d'élaborer le plan stratégique pour la région, pour la ville. Donc, pour éviter chaque fois à faire les procédures très lourdes, donc on essaie d'évoluer dans le temps. Donc, grosso modo, on a 3 axes de travail. Le premier axe est quand même veiller sur le contexte socio-économique
je vais venir dessus. Donc, mise en œuvre des PRDD, veiller sur les cohérences, entre autres les cohérences de tous les plans qui se produisent dans la région, et prospection sur certaines thématiques qui sont peut-être n'y pas été dans le plan stratégique, ce n'est pas le but, pas autant détailler chaque élément, notamment c'était en 2020-2022, c'était la densité. Je vais aller très vite, donc, oh, pourquoi c'est comme ça? Je suis passée, oh, pardon, je ne sais pas comment je dois faire, ça doit être un peu plus que ça. Bon, on va continuer. Donc, en fait, le temps que ça règle, juste pour vous dire, pour contextualiser, mais pourquoi la densité? Donc, c'est que, à part qu'on écrit ça dans le plan stratégique, et on n'a peut-être pas assez détaillé c'est quoi la densité maîtrisée, on a aussi d'autres choses. Aujourd'hui, la Belgique, c'est un pays une des plus denses. Je crois que ce n'est pas quand même la version la plus complète, ce que j'ai sur l'écran, mais donc je vais passer sur la question qu'en fait, la Belgique, c'est un pays une des plus urbanisées, n'est pas la plus dense, une des plus urbanisées. Donc on a 98% de population qui habite aujourd'hui dans les zones urbanisées. Si vous regardez sur la carte, en fait, ce n'est pas le bon. En fait, la carte qui représente la densité de population et urbanisation, vous allez voir que c'est quand même une tache assez gris, pas encore noire, mais quand même assez gris. Ce qui se passe, c'est qu'en même temps, donc, il y a cet effet qu'on est déjà fortement urbanisé, on a quand même une croissance de population qui continue. Et c'est un fait. Donc, cette croissance de population qui était très forte, et donc la production de logements, elle était très, très importante et encore plus en plus mis en avant il y a 10 ans. Donc, on avait, dans la région, on avait 10 000 personnes par an. Aujourd'hui, donc ça, c'est aussi la partie de notre mission, il y a quand même une forte diminution de croissance de population dans la région bruxelloise. Donc, on est pratiquement à plateau. Et on va avoir la stabilisation qui va rester. Voilà, ça, je parlais de la carte, donc vous voyez bien qu'on est donc là où il y a un peu de rouge au-dessus de tache rouge Paris, et après vous montez, donc on est là. Hein. Et donc, croissance de population. Donc, voilà, c'est les chiffres vraiment d'hier. Hein. Et donc, en fait, ce qu'on voit très bien, qu'on a région bruxelloise, ça stabilise. On va avoir 100 habitants par année en région, mais par contre, on ne peut pas s'isoler. Et on doit quand même mener une réflexion un peu plus large. Donc, on voit très bien que les régions Wallon et les régions Flandre qui nous entourent, il y a une certaine croissance de population. Qu'est-ce que cela veut dire en fait en réalité? Cela veut dire que, bon, Covid, il a apporté ses effets, les gens cherchent ailleurs. Ça ne veut pas dire du tout que Bruxelles ne doit rien faire, hein, parce que la question, tous ces gens-là qui n'y vont pas chez nous, ils vont ailleurs. Quand ils vont ailleurs, ils vont faire quoi? Ils vont construire. Pourtant, en même temps, on a partout, donc à niveau, par exemple, dans le cadre international, on nous demande à réduire la tâche construite. On est quand même dans la tendance de vraiment arriver à zéro d'imperméabilisation pour préserver les espaces ouverts. On parle de ça dans notre déclaration régionale. On est entouré de 2 régions qui sont dotées de 2 plans stop-béton. Donc, en fait, c'est pour ça que la densité, c'est une des réponses assez problématiques là aussi, parce que si les gens n'y vont pas en ville, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller consommer les territoires qui n'étaient pas encore urbanisés, construits. Peut-être chez nous c'est beaucoup urbanisé, mais pas encore construits. Si on a ces défis-là, préserver le sol, compacité, ça impose la densité. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à retravailler sur la densité. Ce n'est pas la première fois qu'on a abordé ce sujet. On a déjà commencé avant que PRDD était élaboré. On a déjà fait les atlas, on a parlé, mais je crois que la situation politiquement n'est pas encore prête. Maintenant, on ne peut pas éviter ce sujet. Et donc, aujourd'hui, donc, la densité, pour nous, c'est vraiment discussion incontournable qui va
définir l'avenir de la ville. Comment on a abordé? Donc tout d'abord, la première chose, on a fait comme vous faites maintenant un peu aujourd'hui, on a essayé de mettre les gens autour de table. C'est la première chose. Donc il ne faut pas être étonné parce qu'on a aussi les administrations, nous sommes 150 chez nous, on a encore d'autres institutions chez nous à Bruxelles qui sont aussi assez nombreux, mais on ne se croise pas assez, on ne partage pas assez. Et donc la première chose qui était, on a organisé une grande table ronde, c'est tout juste avant le Covid que ça se passait. Il faut dire qu'on a dû même limiter le nombre de places dans la salle parce qu'on avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas même simplement recevoir tous les gens qui voulaient participer à ça. Et on a invité aussi les gens qui sont venus un peu d'ailleurs, donc on avait les gens qui sont venus de Boston, on est venus d'Amsterdam et de Vienne, qui ont partagé les expériences qui sont dites. Une seule chose que j'ai retenue très bien, que Brigitte Gilles, qui gère les espaces, l'urbanisme à Vienne, elle a dit une chose, pas de densité sans les qualités. Donc à ce moment-là, on a commencé à se poser les questions, c'est quoi aujourd'hui les qualités, on parle de quoi? Parce que sinon, on va perdre les habitants, ils vont partir, il faut quand même offrir aux gens les espaces qui sont convenables. On avait des experts aussi qui nous aidaient un petit peu à travailler sur cette notion-là. Donc, c'est les experts, c'est déjà en Covid, donc on a dû switcher sur le mode plus virtuel. Et donc, à ce moment-là, on a fait toute série de webinaires qui sont disponibles en ligne. Donc, on a quand même environ de 2000 personnes qui sont participées. Donc, je pense que voilà, c'est quand même bien. On a reçu les échanges qui sont assez intéressants et les inputs, donc, dans lesquels on a quelques éléments qui peuvent nous guider dans la pratique. Par exemple, on doit veiller sur la nature en ville, on doit veiller sur le partage en ville, donc parce que si on a envie de compact, on doit quand même optimiser certaines choses. Bien sûr, responsabilité climatique. Les interactions, on a aussi aujourd'hui parlé de ça, donc les interactions à petite échelle, à grande échelle, c'est très important parce que la notion citoyenne, elle est très importante pour les espaces denses. Et le soin et attention, on doit être vraiment très attentif à ce qu'on fait. Expérimentation, c'est d'ailleurs un mot très important. J'ai déjà fait à nouveau pas les bonnes choses. L'expérimentation, c'est important, parce qu'on n'a pas toutes les solutions en main maintenant. Le paradigme change, et donc on doit expérimenter. Cette expérimentation peut être à l'échelle de, comme vous faites maintenant avec les coopératives, ça peut être expérimentation à l'échelle plus grande, comme les visions partagées, mais il faut essayer d'expérimenter, et en temps aussi de participation avec les gens. Donc maintenant, on a par exemple, systématiquement, on inclut différents types de participation dans les cahiers de charges si on fait les projets. Pour la participation. Les focus group, c'est vraiment, il y a plusieurs choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'en fait, en quoi on est arrivé? Qu'aujourd'hui, si à la base, on a parlé de densité, on a parlé de X, quelque chose X sur la surface, on a parlé X logements sur la surface, on a parlé X pour les gens sur la surface. Après, on a commencé à parler à la façon plus compliquée, donc on a commencé à parler d'intensité. Ensuite, la nature, le Covid nature, on a bien sûr qu'on est arrivé avec ça. Et donc, en réalité, c'est beaucoup plus d'indicateurs ici, beaucoup plus d'éléments qui interviennent pour aujourd'hui pour produire la densité. Densité n'est plus X sur la surface, c'est plusieurs éléments qui sont sur la surface. Et ensuite, on a rédigé les cahiers donc, dans lesquels on a mis toute série de recommandations. Donc ça, je vous invite à lire, je ne vais pas m'arrêter sur chaque. Donc il y a quand même quelques éléments qui sont très pratiques et recommandations en termes de gouvernance, en termes de planification qui sont rédigées. Donc on a produit ces cahiers-là. C'est aussi un peu les formes de partage. Donc, ensuite, on avait plusieurs réunions, notamment, par exemple, avec l'association de développeurs, des choses pour parler, pour partager, parce qu'il y a certaines choses qui les gens ne sont pas vraiment d'accord, mais c'est matière à discuter et c'est intéressant. Qu'est-ce que pour la suite? Donc, on ne va pas dire qu'on a fait le cahier, on a fait l'année, on s'est arrêté. En fait, on continue. On continue, par exemple, la nouvelle thématique qui va être abordée, c'est la question des quartiers. Parce que l'approche générale qu'on a, on a peu émergé les grands balises, les grands lits, maintenant il faut l'atterrir. Contextualisation, que vous avez parlé, vous avez parfaitement raison, c'est quelque chose de très important. Pour l'acceptation,
pour tout, parce qu'il faut quand même atterrir sur le terrain. Et on aime bien toujours parler que voilà, il y a des bâtiments formes différentes. Souvent, je n'ai pas pris ça comme l'image, mais souvent on parle de cette fameuse chemin à 75 logements à l'hectare. Ça peut être des petites maisons, ça peut être une tour, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. La tour ne possède pas toujours le terrain comme ça, et la perception subjective des éléments qui sont liés, souvent, vous avez parlé dans la salle aussi, différentes phases de vie, différents cycles de vie. Et donc, on a des désirs différents, on regarde différemment selon les cycles de vie, selon les situations. Donc, il faut contextualiser. Pour nous, par exemple, le travail sur le quartier, ça va être une des façons de travailler, de façon pour atterrir certaines choses, pour la densité aussi. C'est un peu plus large que ça. On a aussi lancé, dans le cadre de présidence belge, un appel à candidature, je crois que vous participez. Donc pour le projet, notamment pour le projet qui montre donc, comment on peut réduire l'étalement urbain et participer à la densité. L'espace de dialogue. Donc, pour le moment, on a un gros chantier chez nous, donc c'est modification de notre PLU PRAS, qui date de 30 ans. Et donc, en fait, maintenant, on est en train de travailler sur ça. Et donc, il y a plusieurs ateliers, notamment sur la densité, qui regroupent plusieurs acteurs. Et donc, ça permet d'avoir un dialogue quand même. Et donc, très important, c'est assurer les cohérences. Et pour assurer les cohérences, donc cela veut dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité pour différents avis. Je vais aller vite parce que je sais que c'est l'heure de midi peut-être déjà. Et voilà. Et donc pour la cohérence à l'intérieur des plans, donc on commence par les hauts, on termine par les permis, c'est très important. Parce que ça percole, donc c'est comme ça que se réalise sur le sol ce qu'on a pensé en grand. Et donc c'est très important à veiller sur ces cohérences. Maintenant, on est sollicité plus en plus souvent pour nos avis, pour partager donc aussi certaines visions pour le territoire plus local. Hein, nous avons 19 communes, donc on travaille avec eux aussi. Ici, j'ai rassemblé quelques éléments qui me paraissaient assez bien parce que pour sortir un peu du discours théorique comme ça, donc en fait, on a un outil qui a été élaboré, c'est un outil PAD qui travaille justement sur les zones un peu plus ou moins comme vous avez montré, la taille comme terrain post-industriel qu'on avait aussi, en sachant qu'à Bruxelles, on n'a pas beaucoup de réserves foncières, donc les terrains post-industriels, ça devient même ça, ça devient rare. Et celle-ci, c'est un terrain qui bon, son histoire assez longue, avec toutes les transformations près des canals, etc. Mais si vous regardez, par exemple, pourquoi le contexte est aussi très important. Hein. Donc, c'est un projet qui est émergé en 2000. Et donc, on voulait bien faire quelque chose, on a délimité un peu dans notre PLU le plan, dans les zones à construire, les parcs, et après on a commencé à dessiner les projets dessus. À l'époque, par exemple, j'ai mis dans les deux ronds comme ça, le contexte était tel. Hein, c'est les terrains qui sont assez fort bâtis, donc il n'y a pas beaucoup d'espace, les quartiers autour il n'y a pas beaucoup d'espace disponible. Au sol ouvert et bon, la densité est assez haute. Ce qui se passe, c'est que ce projet-là, pendant 20 ans, il est progressivement migré et en fait, il n'a jamais été accepté. On a beaucoup de chance que cette année, on a enfin arrivé à quelque chose qui est accepté, qui est passé public et qui est approuvé par le gouvernement. Et donc, quand vous allez voir, donc clairement, on a dû repenser, par exemple, à travers tout ce temps-là, aussi des espaces publics, de l'équipement. Et aujourd'hui, si le projet est passé, c'est à grâce de ça. Parce que proposer simplement le logement, sur toutes ces formes-là, plus haut, plus bas, les gens qui habitent à Tours, comme vous allez voir, par exemple, il y a un quartier qui a augmenté de population, c'est normal parce qu'en fait, il y avait beaucoup de bâtiments aussi post-industriels qui sont reconvertis dans le logement, il y a tout un processus qui se passe. Et ces gens-là, il n'y a pas besoin de logement encore à côté. Et donc, finalement, c'est un grand travail qui a été fait. Et oui, la forme urbaine qui est difficile, acceptable à Bruxelles aussi avec tout le traumatisme qui était par passé, parce que Bruxelles avec sa bruxellisation, la forme plus verticale, disons comme ça, jusqu'à 15 niveaux, il est passé, il est accepté. Parce qu'il y a d'autres choses qui intéressent vraiment les gens.
Et donc, c'est là qu'il faut, il faut aussi se rendre compte que ce discours sur ce qu'on offre avec les projets de densité, il est très important. Et surtout pour les gens qui habitent autour, hein, ni pas que pour le futur. Je vais vous montrer très vite un autre projet qui n'est pas passé. Donc, en fait, c'est juste pour que vous imaginez, ici, ce n'est pas autant dense le contexte. On a essayé, mais peut-être n'est pas assez pour arriver à l'acceptation. Donc déjà, le projet il est beaucoup plus vert, il est déjà plus aéré, mais voilà, ce n'est pas, les gens contestent, n'acceptent pas. Par contre, celle-ci, ce que j'ai envie de vous dire aussi, que celle-ci, c'est la tendance. Hein. Celle-ci, elle est passée. Vous voyez très bien qu'on a dû reconfigurer. Mais là, par contre, je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut aussi s'ouvrir et expérimenter, comme je dis, dans le sens que, par exemple, ici, le projet qui est à votre gauche, il est en fait la critique qui était les éléments plus qui dérangeaient les gens, les habitants et l'administration, tout le monde, c'était en fait ces 4 points. Donc tout d'abord la préservation de la nature, parce que c'est les bois, enfin, qui se poussaient, à la base ce n'est pas les bois, mais ça poussait avec les temps, donc c'est reboisé. Les questions de mobilité et les questions de patrimoine, donc, et densité. Sur ces 4 points, on a travaillé. Pour résoudre les premiers points étaient assez lourds, on a dû faire les démarches qui n'est pas tout à fait habituelles chez nous. On a vraiment s'associé avec, on a engagé ces associations de protection de la nature avec les connaissances très fines, qui ont fait les analyses sur le terrain, c'est 300 pages, et ils ont trouvé tous les éléments, tous les animaux qui vivent sur ce territoire-là. On a pris en compte. Et en fait, on a travaillé vraiment avec eux comme ça. D'habitude, on est opposés. Là, c'est le cas quand on a commencé à travailler ensemble. Et ce qui arrive ici, vous voyez très bien que le territoire de parc il a grandi, mais ce slide ne présente pas. Il faut savoir aussi, quand on parle des espaces verts ou verts, il faut quand même mettre petit bémol là, c'est qu'en fait, il n'y a pas tous les espaces verts ou verts qui doivent être accessibles pour le public. Parce que les gens pensent toujours, quand on les voit verts, qu'on va tous aller là-bas pique-niquer. Mais non. C'est une chose aussi qu'il faut pouvoir expliquer. C'est heureusement qu'on était entouré les spécialistes justement de la nature qui bien expliqué. On a 3 hectares qui sont non accessibles au public. Parce que si on parle de la nature en ville, ça aussi. Et donc, sur le parc de 8 hectares, on a 3 qui sont, parce qu'on a des espèces rares, et ça peut être dérangé par les gens, ça peut être dérangé par les chiens, etc. Donc, il faut nuancer beaucoup de discours. Il faut travailler avec les spécialistes et commencer beaucoup plus tôt ça, dans le processus. Pour la mobilité, c'est une chose très curieuse parce qu'ils ont demandé de détailler l'approche parce qu'on a des trams qui doivent passer. Mais c'est très curieux parce que dans la réclamation qu'on a reçue dans le 2022, c'est la seule point qui dérangeait les gens, c'est les trams. Ils ne voulaient plus parce que trop de bruit. Donc parfois, c'est très contradictoire ce qui se passe, mais bon, on va quand même garder le transport en public. Voilà. Patrimoine, donc on a plusieurs éléments qui sont en protection ici. Donc on a approfondi, élaboré les approches, parce que le patrimoine, c'est aussi quelque chose d'important. D'ailleurs, sur les cartes qu'on a regardées pour la densité et je vois très bien la densification potentielle qui était montrée par Gaël. Il faut quand même veiller sur les zones qui sont protégées. Donc aussi ici, on a certains éléments qui sont en protection. Et la densité, on a revu. Mais on a revu plutôt la forme urbaine, comme vous avez vu, on a déplacé certaines choses. On n'a pas remis tous les mètres carrés qu'on avait avant. On n'a pas refait le projet autant riche en mètres carrés, mais par contre, c'est un projet qui est accepté et qui est devenu acceptable. C'est pour ça qu'en fait, c'est un point très important. Il est ici, peut-être pas en première ligne, mais je vais terminer par ce slide-là. C'est qu'en fait, quand on parle d'acceptabilité, c'est aussi tout un l'art à faire un projet acceptable. Ça ne veut pas dire le projet qui est nul, non. C'est le projet qui doit démarrer par peut-être un diagnostic un peu plus profond qu'on fait d'habitude. Peut-être que des éléments un peu plus...
partage, participation, qui n'est pas formelle. Parce qu'évidemment, nous, on est dans le cadre juridique, on est obligé à faire, par exemple, 2 participations sur un projet, voilà. Mais il faut aller peut-être plus tôt avec la participation et différents acteurs, notamment nature, associations, les gens qui habitent autour, pour arriver à faire le projet acceptable. Évidemment, on ne va pas avoir toujours acceptation par tout le monde. Hein. Le consensus comme ça idéal, peut-être qu'il n'existe pas pour un projet urbain. Et c'est aussi normal parce que les gens sont différents en ville, mais quand même, essayer de produire quelque chose qui est acceptable pour la plupart des citoyens, c'est quelque chose qui est très important et qui est un élément crucial pour arriver à un projet accepté. Voilà, donc ça c'est les choses qu'il fait. Mais évidemment, il y a encore d'autres points qu'il faut voir. Donc aussi nos outils de planification qui doivent évoluer dans le temps. Il faut voir l'usage des espaces déjà existants. D'ailleurs, pour nous, on a une mission qui s'appelle occupation temporaire. Et donc, c'est quelque chose qu'on pousse à fond parce qu'on a quand même des parcs de bâtiments vides. Et peut-être qu'il y a une certaine demande qu'on peut combler en utilisant voilà, cette occupation temporaire. Il n'est pas construire simplement, justement pour ne pas produire la tâche de béton en plus. Et aussi, il faut voir je dis explorer et expérimenter. Donc, on fait les recherches by design, donc recherche par projet. Il y a maintenant, on sort parfois de cadres purement réglementaires et on crée par exemple les visions sur certains territoires. Évidemment, ces visions sont moins contraignantes au point de vue juridique, mais par contre, ça permet aussi d'entamer le processus participatif pour tous les acteurs. On appelle, par exemple, maintenant on a sorti une version partagée. On a 2 grands quartiers qui sont le quartier nord et le quartier de Loire. Le quartier Loire qui était aussi 20 ans en réflexion. On a enfin arrivé à une vision partagée. Donc il faut quand même essayer de trouver tout ce qu'on a, enfin peut-être quelque chose de nouveau dans la palette qu'on utilise. Et voilà, donc pour nous, et sans oublier à faire bien communiquer et avoir souvent le feedback. Donc en fait, c'est une question aussi très importante. C'est souvent quand on reçoit, par exemple, du monde, on reçoit, par exemple, quelques suggestions ou réclamations, on ne fait pas assez de feedback. Les gens pensent qu'on n'est pas pris en compte. Et donc, c'est qu'on a dit chez nous qu'on va travailler beaucoup plus avec toutes les inputs qui viennent pour avoir un feedback correct pour nos citoyens. Donc voilà.